Bonsoir à toutes et tous. Il est 19 h, donc nous allons commencer notre conseil municipal. Je vous propose que ce soit Julie qui soit secrétaire de séance, donc Madame Keva. Y a-t-il des personnes qui s'y opposent? Personne, donc on peut passer à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Anck. Présent. Madame Agnès Lelanic. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora El-Basri. Elle va arriver. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastoretop. Présente. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe Debrouille. Présent. Madame Irène Ferrand. Présente. Monsieur Jean-Claude Gavrin. Présent. Madame Pascale Demet. Présente. Madame Manuela Lefrétas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Thécla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigante. Présent. Monsieur François Desbouvry. Présent. Monsieur Gilbert Amblot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson. Présente. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Madame Claude Prince. Présente. Monsieur Gaëtan Jeanne donne pouvoir à Madame Thécla Ménager. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vanov. Présente. Monsieur Francis Landré. Présent. Monsieur Frédéric Powels. Et Monsieur Michel Blondel. Présent. Alors, pour ce premier conseil de l'année, vous savez tous que c'est le débat d'orientation budgétaire. Mais j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer, enfin en tout cas de manière officielle. C'est qu'on a eu le décès de deux personnes du personnel municipal. Monsieur Frédéric Romans, professeur à l'école de musique, qui est décédé au mois de décembre, qui était aussi un membre éminent de la Bourle Saint-Luc. Également Madame Maryse Delahoutre, qui est décédée, qui travaillait aux cuisines, qui a aussi travaillé dans d'autres services de la ville depuis le début des années 2000. Et enfin, pour beaucoup de personnes ici, nous l'avions rencontré dans différents cadres, Madame Roberte Duchâtelet, qui était conseillère municipale de la ville de L'Issey-la-Noire, qui a également été présidente des associations patoisantes. Et petit hommage personnel, c'est grâce à elle que j'ai perfectionné mon ch'ti, parce qu'elle nous avait fait apprendre le petit quinquin de manière complète à l'école Paul Bert, quand elle passait lors des périodes du midi. Donc c'est de bons souvenirs et voilà, que j'ai eu avec Madame Robert Duchâtelet. Donc je vous propose qu'on fasse un temps d'hommage pour ces personnes qui ont marqué la vie d'Issoise. Je vous remercie. Alors, j'ai pas de grande annonce à faire parce que le sujet principal ce sera le débat d'orientation budgétaire ce soir. Mais tout de même une petite alerte, on en reparlera au prochain conseil municipal et peut-être en amont si les personnes souhaitent avoir des informations supplémentaires. Mais ce vendredi à la Melle, il y aura un vote sur le tram Roubaix-Tourcoing qui va jusqu'à M. Alors le tracé a été en partie validé depuis un certain temps, sauf que je souhaite prendre la parole pour alerter des différentes problématiques qui pourront être engendrées par ce tracé de tram. Et je prends en exemple premier la suppression de la ligne 4. Et donc le tram passerait par l'avenue de Verdun à Roubaix et tournerait avenue Motte. Sauf que la ligne 4 s'arrête au centre commercial. Et c'est un arrêt c'est l'arrêt le plus important de la ville. Et aujourd'hui, il n'y a pas de liaison entre l'arrêt Vandermerch et l'arrêt centre commercial qui est en face de la ferme du Gauquier. Donc les personnes qui souhaitent se rendre à Auchan,
enfin dans la zone commerciale, parce qu'on ne peut pas dire de marque, mais je veux dire Auchan, Boulanger et Brico Dépôt par exemple, voilà, comme ça je dis l'ensemble, devront descendre du tram de Vandermerch et aller à pied remonter tout Pierre de Coubertin. Donc c'est des choses qui ne seront pas possibles. Ensuite, ce tracé mettra aussi en difficulté les personnes qui habitent sur l'est et le sud de la ville, parce que les bus qui passent rue de Cohem ne pourront plus passer vu qu'il y aura le tram, et donc ils devront soit prendre un bus pour aller jusqu'au tram, prendre le tram pour prendre le métro pour aller jusqu'à Lille. Faire trois modes de transport différents avec des horaires qui seront différents, ça ne va pas faciliter l'usage du transport en commun. Donc voilà, on parle d'un tram à l'horizon 2033. Je pense que c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir sur ces conséquences-là. Et je m'opposerai, voilà, je voterai contre ce tracé, tant déjà qu'on n'aura pas une RD 700 qui sera fluide sur le rond-point qui habille entre la maison montée et là, parce que même si on va me dire que c'est favoriser la voiture, mais jusqu'à preuve du contraire, avec les moyens de transport actuels, pour rejoindre Villeneuve-d'Ascq, on ne passe pas par Roubaix, hein. C'est plus compliqué, il faut obligatoirement repasser par Lille. Donc la voiture est aujourd'hui, malheureusement, le seul moyen de transport en commun, pas en commun, mais le transport utilisé pour les trajets, surtout domicile-travail, quand on va sur Villeneuve-d'Ascq. Donc il y a une alerte au niveau de la métropole sur ce sujet que je porterai ce vendredi, mais on en discutera après. Ensuite, alors une petite blague, parce qu'il faut un petit peu d'humour quand même dans la situation dans laquelle on vit. Cette année, l'extension de l'hôtel de ville aura 40 ans. C'était inauguré en 85, mais on va corriger une petite erreur. Donc l'hôtel de ville va sans doute changer d'adresse. Rassurez-vous, on ne va pas changer l'hôtel de ville, mais on a beaucoup de personnes qui viennent pour les cartes d'identité pour livrer, qui s'arrêtent au 31 rue Jean-Baptiste Lebas. On réfléchit à un nouvel adressage, avenue Paul Bert, pour faciliter aussi toutes les coordonnées GPS et toutes les livraisons, et aussi les personnes qui ont besoin de venir en mairie et qui ne sont pas forcément lissois, parce que quand ils viennent faire leur titre d'identité, ils attendent là et ils sont un peu perdus, ils appellent la mairie. Donc voilà, c'est des choses qu'on va changer. Ça ne va pas révolutionner la face du monde, mais dans la gestion des agendas de chacun, ce sera peut-être plus simple. Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour. Donc d'abord à l'approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Procès-verbal adopté à l'unanimité. Alors nous allons passer au débat d'orientation budgétaire. Il y a les diapositives qui vont être affichées. À titre d'introduction, c'est le 10e débat d'orientation budgétaire que j'anime. Et je vais dire que, au-delà de la situation internationale, nationale et voire départementale, c'est un des débats qui est le plus facile à animer en base, parce que les chiffres de la ville sont très bons. Et quand on compare au secteur communal aujourd'hui, je ne dirais pas excellent parce qu'il faut toujours être vigilant, mais ils sont, voilà, ils sont meilleurs que beaucoup par rapport à beaucoup de communes. Donc, au niveau du contexte macroéconomique, voilà, les chiffres de croissance sont à 3,3, 3,2 en 2024-2025. Les tensions géopolitiques, ça ne change pas, ça s'accentue. Le devenir de l'Ukraine et des terres rares pose beaucoup de questions. Donc, il peut toujours avoir une flambée des prix, donc une inflation. Ensuite, l'OCDE prévoit en zone euro une croissance de 0,8 en 2024 et 1,3 en 2025 et 1,5 en 2026. Une inflation qui en 2025 devrait être à 2,1 et peut-être 2 en 2026, mais ça, c'est pas compliqué de prévoir ces chiffres. Selon
La Banque de France, l'économie française devrait afficher une croissance d'1,1 en 2024 et de 0,9 en 2025 et 1,3 en 2026. Le taux de chômage devrait être stable au troisième trimestre 2024. L'inflation en dessous des 2 sur 2024. Et le déficit public devrait s'établir à 6,1% du PIB en 2024. Je rappelle que c'était prévu à 4,4 dans le projet de loi de finances, contre 5,5 en 2023. Et puis la dette publique française qui atteindrait 3300 milliards d'euros de dette, soit 113,7% du PIB. Il serait temps que l'État s'occupe de cette dette et revienne peut-être à certains principes fondamentaux. Et on reparle aussi de souveraineté économique, de souveraineté aussi budgétaire. Je ne dis pas que la situation était meilleure auparavant, mais il faut peut-être faire, dans les idées politiques, reprendre peut-être certaines bases de la fin des années 50 et début des années 60, si on veut avoir un État fort et juste. Ensuite, pour le tissu économique et social, l'emploi en catégorie A, donc la demandeur d'emploi est de 672 et l'état 651 en 2023, soit une augmentation de 3,2%. Au niveau des catégories A et B et C, il y a une diminution de 0,1%. Il reste quand même des chômeurs partout en France et pourtant des demandes d'emploi, il y en a partout. Des offres d'emploi, il y en a partout. Les demandes d'aide sociale sont en baisse. Les aides facultatives octroyées en 2024 par le CSAS sont de 60 272 € contre 66 804 € en 2023. Le nombre de personnes aidées en 2024 s'élève à 236 bénéficiaires sur 368 demandes contre 306 bénéficiaires sur 461 demandes en 2023. Alors on l'a évoqué en commission, il semble qu'il y a des mécanismes du département, mais surtout de la MEL, les chèques eau, les chèques énergie, qui ont permis d'orienter les demandeurs sur ces dispositifs. Voilà, donc, même si on est dans un contexte économique compliqué, je préfère avoir des demandes en baisse et des sollicitations. Voilà, on a refusé des aides à personne quand les aides étaient justifiées. Voilà, on n'est pas. Et c'est mieux de le voir comme ça que de dire finalement on a une population qui a de plus en plus recours aux aides municipales ou aux aides légales que nous devons distribuer. Au niveau des perspectives pour le budget 2025, au niveau des recettes réelles de fonctionnement, donc on les prévoit un peu moins de 15 millions 500, et ce n'est pas une surprise, presque 70% de nos recettes, ce sont les impôts. Ensuite, les dotations, donc l'État et la CAF. La CAF, ce n'est pas forcément la dotation, c'est surtout des remboursements de prestations, et des recettes propres, donc à un peu moins de 950 000 €. Donc 6% du budget, ce sont les cantines, les concessions et le prix de l'usager, la participation de l'usager. Donc on prévoit des recettes réelles de fonctionnement en hausse de 3,21% via la revalorisation des bases fiscales de 1,7 qui a été votée par le Parlement. Les montants des dotations, donc DSU, CAF, compensation fiscale, sont aujourd'hui inscrites par rapport au montant de 2024. On n'a pas des notifications qui nous précisent les choses, donc on va réinscrire les mêmes choses. Et les taux d'imposition et les tarifs resteront identiques. Je pense que c'est ce qui intéresse principalement les Lissois. Nous sommes nombreux dans ce conseil municipal, nous avons une assistance aussi très nombreuse, donc je pense que ceux qui sont présents ce soir sont très heureux d'entendre qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni de tarif des cantines, ni de tarif des LSH, et je rappelle que les cantines n'ont pas augmenté depuis 2017. Au niveau des dotations de l'État, alors c'est une de mes marottes, et on va voir la DGF plus précisément après, mais donc on voit une stabilisation par rapport à l'année précédente. On prévoit 50 000 € supplémentaires, avec une légère croissance de la DGF, vu qu'on a eu un recensement un peu plus important, donc on n'aura pas de décrètement habituel, on devrait être avec une légère hausse, on verra bien.
et on prévoit quand même une DSU un peu supérieure. Alors, voilà la DGF, donc on pourrait dire finalement, avec le nombre d'habitants, à peu près 14 000 habitants, on est à 83 € donnés par l'État. L'année dernière, on était à 84. Depuis 2020, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est stable. Je rappelle quand même qu'en 2013, c'était 148 € par habitant, ça représentait 1,9 million. Donc c'est 800 000 € qui ont été pris. Si on cumule les 800 000 € depuis la fin de cette mesure de retrait, donc depuis 2017, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, 10 exercices. On sera sur 10 exercices, ça nous fait 8 millions de recettes de fonctionnement globalisées, qui ne sont, cumulées, pardon, qui ne sont pas données par l'État. Avec 8 millions, on aurait pu en faire aussi des projets. Dépenses réelles de fonctionnement, donc on prévoit 14 421 000, et les charges de personnel aussi de manière importante, de manière principale plutôt qu'importante, à 60%, donc un peu plus de 8 millions. Les charges à caractère général, un peu moins du quart, les subventions et participations, les charges financières et les charges exceptionnelles. Quels sont les points importants au niveau des dépenses réelles de fonctionnement? Déjà, on prévoit des dépenses de fonctionnement en baisse de 0,06%, je préfère à 0,07%, hommage à James Bond, qui va changer. Une diminution des dépenses à caractère général de 2,33%, essentiellement liées à la baisse des fluides. Alors c'est des choses qu'on a discutées l'année dernière sur les prévisions des fluides des énergies. On souhaite quand même, on a baissé, mais on souhaite quand même mettre une réserve au cas où il y ait une flambée des prix, vu la situation géopolitique, et peut-être un jour aussi, parce qu'on parle de la guerre, mais aussi les tarifs douaniers avec les États-Unis. Je rappelle quand même que les États-Unis et l'Europe, il y a énormément d'échanges commerciaux. Donc peut-être qu'avec ça aurait un coût sur les dépenses énergétiques. Donc on a quand même une prévision. Des dépenses de personnel en hausse à 1,82%, qui correspondent à l'avancement de carrière, les maintiens de salaire, l'augmentation de l'assurance statutaire et les 4 points de CNRACL, la caisse de retraite, que l'État a piqué dedans, comme il a piqué sur les professions libérales, notamment les avocats, et puis après on demande à ceux qui cotisent de payer plus. Au niveau des maintiens, au niveau des services, on souhaite maintenir l'existant. On va même en développer. Il y a le réseau de médiathèque marque-page qui va entrer en fonction. Et bon, même si c'est le CCAS, mais on sait très bien sur les budgets correspondants, on va aussi avoir le service de livraison à domicile qui va avoir une équipe doublée pour que nos anciens et les personnes isolées soient servis plus tôt et qu'ils puissent avoir un vrai échange avec ces personnes qui quelquefois ne voient personne de la journée, ou rapidement l'infirmier, l'infirmière ou l'aide ménagère. Donc on souhaite aussi que la ville puisse être aussi un vrai relais sur le maintien à domicile, qui est l'avenir dans le vieillissement de la société. Et quand on voit les finances départementales, je me fais le constat, je ne fais le procès de personne, m'étonnerait qu'on augmente les structures qui coûtent beaucoup plus cher. On sera plus sur le maintien à domicile. Donc autant s'y préparer. Et puis les gens préfèrent rester chez eux, ce qu'on comprend tous. Au niveau des associations, on prévoit une stabilité, avec quand même des hausses pour le Centre social des 3 villes, l'association des t-shirts Croix-Rouge et l'amicale du personnel, vu que c'est un pourcentage de la masse salariale. Et des charges financières en diminution. Alors, un des tableaux qui n'était pas là il y a 10 ans, mais qui me semble important, ce sont les dépenses de fluides et d'alimentaire. Donc on voit une certaine stabilité pour l'eau. On voit que pour l'électricité, on a une hausse et une baisse. Par contre, au niveau de l'éclairage public, on voit que l'effort qui a été mené, alors cumulé à tout l'investissement qu'on a pu faire, mais aussi à la baisse du prix de l'électricité pour l'éclairage public, parce que c'est un marché spécifique, grâce à notre filière nucléaire, enfin la filière nucléaire française, on passe quand même à 64 000 €
C'est une très bonne chose. On aura des chiffres plus précis au niveau du CFU sur la consommation, parce que là on est sur des discussions plus générales, mais il y a aussi les panneaux solaires, et il y aura un rendu sur ce que nous ont apporté les panneaux solaires lors du CFU, donc l'ancien compte administratif. Et le chauffage, donc on a aussi une baisse. Bon, de toute façon, le chauffage, moi je comprends pas grand chose avec les marchés publics de chauffage, mais il y a très peu de personnes qui comprennent. Il n'y a, que les prestataires de chauffage qui comprennent, hein, voilà. Mais les marchés sont ainsi faits. Et l'alimentaire, alors qui est en hausse constante, avec une hausse un peu plus faible entre 2023 et 2024 que par rapport à 2022, mais c'est parce qu'on continue toujours à acheter et on augmente notre part de bio et de local quand cela est possible. Alors il y a un petit graphique sur les dépenses de personnel et les dépenses réelles de fonctionnement. Donc on est sur une prévision de légère hausse à 62,83. Enfin non, là c'est le réalisé, excusez-moi, à 62,83%. Ce qui est tout à fait normal, vu qu'on a une légère hausse des dépenses de personnel, mais qu'on a surtout des dépenses autres qui diminuent. Donc, comme je le dis à chaque fois, la proportion a fait que ça prend une part plus importante. Vous avez ensuite les évolutions des dépenses de personnel avec les recettes réelles de fonctionnement, les charges de personnel. Je pense que vous avez ce graphique. Il n'y a peut-être pas de remarques précises de ma part. J'aurai sans doute des questions et j'y répondrai. Nous avons enfin, je ne dis pas enfin parce qu'il y a d'autres choses que je souhaite évoquer, l'évolution du capital restant due au 31 décembre 2024. Donc, comme on s'était engagé avec M. Jeanne, quand on avait lancé sous le mandat précédent le projet Paul Bert, quand on a dit qu'on aurait terminé de payer l'ensemble, on aurait un cycle de désendettement. Et ça y est, on y est pour 2024. Les choses sont faites, on a une dette qui diminue, et ce sera aussi le cas pour l'année 2025. On va désendetter la ville parce que l'objectif, c'est 0 emprunt pour l'année 2025. Au niveau de la dette par commune, donc pour la commune, pardon, comme d'habitude, j'aime bien le répéter, nous n'avons pas d'emprunt aussi, et nous n'avons qu'un emprunt qui est indexé sur le livret A, qui est un emprunt ancien. Une des les plus belles courbes qu'on peut avoir sur le bilan de l'année 2024, ce sont l'épargne nette et l'épargne brute, où on pourrait dire qu'en 2023, on a eu une très bonne épargne du fait du fonds de secours de l'État, parce que je rappelle que, voilà, je redis bien ce qu'on a dit à l'époque, il y a une partie des comptes de 2023 qui aurait dû être sur l'année 2022, du fait du décalage du versement des aides des énergies qu'on a payées sur l'année 2022. Donc, si on les met, c'est à peu près 360 000 €, si on les met sur 2022, on diminue, donc en 2023, on voit qu'on a un peu moins à peu près 600 000 €, 630, on aurait une épargne nette qui se serait largement aussi améliorée entre 2023 et 2024. Donc on voit qu'on a de très bons ratios. On a une épargne nette qui est en stabilisation si on voit les choses de chiffres de base comme ça, mais si on a une analyse plus critique, qui est meilleure que l'année 2023. On a de meilleurs autofinancement, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les prestations aux familles, et on se désendette, c'est quand même pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pour l'année 2025, juste pour se désendetter. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait sur les années précédentes. On a fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Donc, on prévoit pour les principaux investissements
la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert, l'équipement sportif Léo Lagrange, donc Alice Mila, l'extension de la vidéosurveillance et notre réseau de fibres, l'éclairage public qui continue, la promotion de commerce si besoin, les menuiseries de divers bâtiments pour l'isolation et la sécurisation de certaines portes, mais ça nous fait gagner aussi pas mal d'argent quand on change des fenêtres ou des portes, quand on a des menuiseries qui datent d'il y a 40 ans, voire quelques-unes un peu plus. Et aussi l'acquisition de véhicules, parce que là, on a des véhicules qui sont... on a traîné, et parce qu'il n'avait pas besoin de les changer, mais là, il y a un besoin de renouvellement du parc de véhicules. Le réseau marque-page, la maison d'Alumin, l'informatique qu'on modernise toujours, le béguinage, le cimetière qu'on continue aussi à moderniser, le parking Vauban et des investissements à l'IDEM. Quelles sont les priorités pour la municipalité? Rien de nouveau sous le soleil, même s'il n'y a pas de soleil. On reste toujours sur la stabilité qu'on a engagée depuis 2014, c'est-à-dire maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour continuer à investir. Et investir pour les Lissois sur du service public de proximité. Je pense que sur l'ensemble des 10 débats d'orientation budgétaire que j'ai pu animer et les 10 robes que j'ai pu présenter, qu'on démontre 1 euro d'investissement qui n'a pas été consacré à l'amélioration du service public des Lissois. Il n'y en a pas eu de dépenses de prestige. Pas le cas partout. Je pense qu'après, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Y a-t-il des questions? Monsieur Blondel ou Mme Vanhoff, comme vous voulez, vous répartissez la parole. Merci, monsieur Blondel. Bonjour Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc je prends bien sûr la parole au nom des 3 élus d'Agir Ensemble. Je souhaite dans un premier temps, comme chaque année, vous remercier pour la transmission des documents et adresser un merci tout particulier au personnel communal et plus en détail au service finance qui a réalisé ce dossier. Donc à la lecture du rapport que vous venez de nous faire et à l'issue de la commission finance, on a effectivement souligné que les ratios s'amélioraient pour la commune. En 2025, la ville continue et souhaite maintenir la qualité du service public tout en continuant à diminuer la dette sans augmenter les impôts et les tarifs municipaux, ce qui est une bonne chose pour les Lissois. Néanmoins, comme vous l'avez dit, dans un contexte de recul de l'inflation et contrecarré par des facteurs d'incertitude, on ne va pas rappeler les risques géopolitiques, les tensions commerciales, la situation politique nationale, internationale, tout cela risque, nous demande de rester prudents tout de même. Donc il a été rappelé en commission que l'équilibre dépenses-recettes restait délicat et de ce fait l'autofinancement en amélioration est toujours fragile, ce qui nous pose une question, les objectifs d'économie en dépenses prévus pourront-elles réellement réaliser et être tenus? Sont-elles également réalistes au regard du contexte local, national et international? Je vais vous donner quelques exemples. Je pense par exemple au département qui propose une baisse, qui veut mettre en place une baisse de 80% du RSA en cas d'absence d'un locataire à une convocation, ce qui risque d'entraîner des répercussions au CCAS et donc indirectement sur le budget de la commune. Après ça risque, ça va peut-être pas forcément arriver. Quid également des entreprises proches de lycée danois qui ferment et des conséquences pour nos administrés. Quid également de la participation des communes, comme on a pu le dire, au redressement des finances publiques. Quid également au niveau international de la politique menée par M. Trump et de ce fait-là des conséquences qui pourraient avoir des répercussions chez nous également. Et donc de la capacité à tenir ce niveau de dépenses que vous nous proposez dépendra bien sûr de l'équilibre budgétaire de notre ville. Donc on va conclure en disant que la tendance est bonne, vos ambitions restent vertueuses, mais pourront-elles être réalisables? Merci. Avant de passer la parole à M. Blondel, en ce moment je pense à un coup de téléphone que j'ai reçu en 2014, voilà, par ma grand-mère qui me disait il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de méchant dans le journal sur toi. Non mais attendez, parce qu'elle faisait ma revue de presse. Et cette personne, anonymement, avait écrit dans le Nord-Éclair, dans le courrier des lecteurs, que M. Jeanne
avait fait un choix inconsidéré en mettant un gamin de 24 ans, qui n'avait rien fait de sa vie, en tant que responsable des finances de la commune. Quand on voit le résultat aujourd'hui, quand on compare tout ce qu'on a mis en place depuis 2014, il y a une partie de bilan de moi en tant que maire, mais aussi en tant que premier adjoint avec Gaëtan, donc on partage complètement le même bilan. Soyez rassurés. Et je pense que l'année dernière, vous avez dit qu'on était trop prudent. Cette année, vous demandez si on est assez prudent. Donc, moi je préfère continuer sur la même ligne. Et l'objectif, c'est de se préparer à une potentielle crise. Maintenant, pour les choix du département, je préfère pas le dire, mais bon, on a de l'argent pour ce qu'on veut, parce que quand on sait financer le Tour de France, on sait aussi s'occuper des enfants de la ZEU, on sait aussi s'occuper des gens qui ont des besoins. Voilà, c'est dit, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se foutre du monde. Nous, on continue. Et je sais que tout le monde est sensible pour les personnes qui sont dans ce conseil, à agir pour les personnes qui se sentent isolées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste sur le portage à domicile. C'est des personnes qui n'ont quelquefois pas de recours et qui se sentent seules. Donc ce repas à domicile, ce sera aussi l'occasion pour des agents qui vont être transférés au CCAS de pouvoir répondre et d'aider ces gens. Après, voilà, je dis, le département n'est pas dans une situation facile parce que le cadre légal n'est pas bon non plus et n'est pas favorable au département et aux collectivités. Mais je pense que, quand je parlais de dépenses de prestige, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a des collectivités, que ce soit le département, que ce soit même la MEL, il faudrait peut-être aussi revoir l'intérêt du quotidien des gens. Quand on parle du tram, je vais revenir sur le tram, avec le problème du Paris-Roubaix, moi, franchement, le Paris-Roubaix, c'est 2 week-ends par an. Ça embête les gens qui habitent au Lavandière pour le stationnement, pour toutes les télés du monde. Mais par contre, c'est le quotidien des gens qui m'importe. C'est-à-dire les autres jours. Donc, comme on est sur 2 jours, enfin, voire 6 jours, parce qu'il y a le jour de préparation, sur les 6 jours, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les 350 autres jours de l'année pour les gens. Donc, soyez rassurés. Je comprends vos inquiétudes, je les ai. Je ne suis ni président du département, je suis ni président de la République, je ne suis encore moins président des États-Unis, et je n'ai pas envie d'être président de la République et président des États-Unis. Je n'ai pas envie, mais je ne pourrai pas. Je suis né à Roubaix, donc c'est pas possible, il faut être né aux États-Unis. Mais voilà, il faut être réaliste, et je pense qu'on a un budget réaliste et qui va dans le bon sens et qui doit rester dans la trajectoire qu'on a fixée pour pouvoir réagir au cas où. Et je pense qu'on est prêt. Monsieur Mandel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier les services financiers de la commune pour cet excellent travail fourni à travers ce document, rapport d'orientation budgétaire 2025, et de leur disponibilité. Certes, je ne vais pas être trop technique pour donner suite aux explications données et échanges nombreux et fructueux lors de la commission municipale. Je vous remercie aussi, monsieur le maire, pour la clarté de vos réponses fournies en commission sur ce ROB. Un ROB porte sur les orientations budgétaires envisagées, les évolutions prévues en dépenses et recettes basées sur des hypothèses retenues pour la construction du budget et des engagements pluriannuels. Ce ROB sert de base au DOB. Pour donner suite à ma demande, vos services m'ont fourni les chiffres de l'emploi dans notre commune au 31 décembre 2024. Les demandeurs d'emploi catégorie A sont de 732, dont 452 entre 25 et 49 ans, soit 62 plus par rapport à votre document au second semestre. Par rapport à vos données du second semestre. Pour toute catégorie confondue, 1212, soit une différence de 94 personnes. Quant aux offres d'emploi, sur 2024, ces dernières sont de 140, en baisse de 26% par rapport à 2023. Je pense que l'emploi doit être une priorité dans notre commune. Le CFUA 2024 anticipé, recettes de fonctionnement en hausse de 0,76%.
Dépenses de fonctionnement en hausse de 1,36, soit un delta de 0,60, soit 2217 kg euros. Un autofinancement en baisse de 52 kg euros, soit 5,22%. Ce dernier reste très fragile. La dette de la commune en diminution de 1172 kg euros, soit 9,67%, due aux autorisations de programmes et crédits de paiement, rénovation de l'école Paul Bert, plateau multisport et post-athlétisme Léo Lagrange pour 1008 kg euros et les restes à réaliser sur les investissements. Les recettes propres d'investissement 1330 kg euros. Les dépenses hors report 2751 kg euros, dont une partie des restes à réaliser de 2023. Je vous réitère ma demande pour avoir le détail des restes à réaliser de 2024. Certes, ceux-ci seront annexés au CFU 2024 lors de notre prochain conseil municipal pour le vote du budget 2025. Serait-il possible pour l'an prochain de l'avoir lors du ROB, cette liste des restes à réaliser? Les éléments de prospective et orientation budgétaire 2025. Votre analyse prospective risque d'être modifiée avec les arbitrages budgétaires de la loi de finances concernant les dotations et participations aux collectivités. Votre prudence face aux incertitudes vous honore. Vous devez faire une analyse pragmatique de la situation financière de la commune dans un contexte difficile. Vous prévoyez une hausse de recettes de fonctionnement de 3,21%. La fiscalité locale a beaucoup changé. Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, compensée par le coefficient correcteur. La fiscalité locale étant la principale recette de la commune, hausse prévisionnelle de 280 kg euros, en partie due à la revalorisation des valeurs locatives de 1,7%. Pas de modification du taux d'imposition de la part communale et des services pour 2025, et les Lissois vous en remercient, espérant qu'il en sera de même pour les autres taxes sur les impôts locaux. Pour les dépenses de fonctionnement, baisse de 0,06%, soit une stabilité. Quant à l'investissement, les recettes en baisse de 18,15%, de 305 kg euros, avec une prévision d'emprunt de 715 kg euros. Dépenses de 2603 kg euros, dont remboursement d'emprunt de 1230 kg euros. Un excédent net de 1451 kg euros, en hausse de 36,26%. Cet excédent vous permet de limiter l'emprunt et de ne pas augmenter les taux d'imposition. Bien que toutes ces données sont prévisionnelles, vos marges de manœuvre sont faibles. Comme le disait lors de ses vœux votre directeur de la restauration municipale, en 2025, faisons des boulettes, pas des erreurs. Lui parlait de boulettes végétales. Que nos différents financeurs ne fassent ni boulettes ni erreurs dans les dotations aux collectivités. Concernant les dépenses d'investissement à votre PPI, le PPI pour 2025 se montre à 2603 kg euros. Nous rajouterons lors du BP les restes à réaliser. Si vous réalisez la totalité, vous allez de façon mécanique réduire votre excédent net et fragiliter votre autofinancement pour le BP 2026. Il faudra faire des choix budgétaires judicieux et maîtrisés. Je me permets de vous rappeler que les Lissois sont favorables à une baisse des actions menées par la commune. Merci de m'avoir écouté. Alors, il y a plein de points sur lesquels je peux apporter des réponses. Sur le reste à réaliser, si cela est possible, pour le prochain ROM, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça me permet de dire aussi que je m'associe évidemment au remerciement au service. Et aussi dire que, je ne la nommerai pas parce qu'elle n'aime pas qu'elle soit nommée, mais elle est juste derrière moi, Madame voilà, elle se cache, voilà. Mais elle élabore un document qui est quand même très fourni et très complet. Alors, il y a des choses qu'on doit ajouter chaque année. Donc là, la demande, c'est d'ajouter les restes à réaliser. On les ajoutera. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités de France d'avoir un document aussi large. On essaie de l'augmenter chaque année.
quand je vois les communes aux alentours, quand je vois même la MEL, là où je siège aussi, le document est bien plus léger. Pourtant, on parle quand même de milliards. Là, on compte en milliards. Nous, on compte simplement en millions, c'est déjà bien. Mais bon, voilà. Donc, on a quand même un service qui fait un très très beau travail. Alors, grâce évidemment au service finance, mais à tous les autres services qui donnent aussi les bonnes données au bon moment. Service RH et services techniques, en l'occurrence, ce sont les gros services de dépenses. Et merci aussi au service régie de nous rapporter aussi beaucoup de recettes. Au niveau de l'autofinancement, alors j'en reviens à la remarque que j'ai faite par rapport aux aides exceptionnelles. Si on compare les choses où on aurait dû avoir nos recettes en 2022 et non en 2023 par rapport à notre exercice, on a une épargne nette qui augmente. On n'est pas qu'à 50 000 € en moins. On est sur une augmentation plutôt de 300 000 € d'épargne nette. Au niveau des APCP, alors, je suis d'accord avec la remarque des restes à réaliser, sauf que quand on fait ça en reste à réaliser, on dit que c'est pas normal d'inscrire et de désinscrire. Là, on fait des APCP pour que ce soit suivi, et voilà. Donc ça, c'est une mécanique budgétaire et je veux dire une technique même. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir des APCP pour qu'on puisse suivre l'évolution du projet sur plusieurs années plutôt qu'une inscription et une désinscription. Là, on voit mieux les crédits et d'ailleurs, c'est une partie des restes à réaliser également. Et enfin, pour la stratégie, alors j'ai évoqué quelques souvenirs et je n'avais pas envie de rappeler celui-là, mais quand même, qu'est-ce qu'on a entendu aussi quand on a eu la stratégie pour les travaux Colbert avec les 9 millions et la cuisine centrale? Oui, c'est pas la bonne stratégie, vous allez endetter la ville, vous allez pas savoir faire, vous allez devoir augmenter les impôts. Et cette année ça va aller, mais l'année prochaine ce sera catastrophique. Il va falloir, voilà. Je pense qu'il faut être prudent, il faut être bienveillant aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours? On ne le sait pas. Voir le pire, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société où on voit que le pire tout le temps. On se dit, bah, demain, et ça c'est le gros drame de la société, c'est qu'avant on pensait que les lendemains seraient meilleurs. Aujourd'hui, dans la société française, on pense plus que les lendemains seront plus difficiles et que les générations précédentes se disent, bah, pour nos enfants et nos petits-enfants, ça va être plus compliqué. Pour les générations précédentes, ils estimaient que ce serait mieux après. Donc il ne faut pas avoir le pire pour demain, et on continue la même stratégie en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement de la meilleure manière pour qu'on ait nos marges de manœuvre. Maintenant, si demain, on était dans une situation catastrophique, assez simple, il n'y aura plus de dépenses d'investissement. Parce que le fonctionnement, c'est le quotidien des gens, tout de suite, et on fera une économie, comme les économies de guerre, ce seront des économies de fonctionnement. Mais je ne pense pas qu'on y sera. Il faut arrêter, pour certaines personnes, de penser qu'on sera dans une troisième guerre mondiale et tout ça, mais c'est ce qui circule dans l'esprit des gens. Les réseaux sociaux ne facilitent pas les choses. Voilà. Il n'y aura pas de guerre nucléaire demain, voilà. Mais on a des marges de manœuvre pour avancer. Voilà ce que je souhaitais dire, ce que je souhaitais répondre, ce que j'ai souhaité dire sur le ROM. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on peut acter qu'il y a eu un débat. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a eu un débat. Donc qui s'abstient, qui vote contre? L'unanimité des membres acte qu'il y a eu débat d'orientation budgétaire. Donc on peut passer au deuxième point. Donc c'est le remboursement pour l'école de musique. J'associe évidemment Madame El Basri qui est arrivée pendant l'hommage pour M. Romaz. Donc la demande de remboursement pour les familles, c'est les familles qui avaient M. Romaz comme professeur. On n'a pas trouvé de remplaçant en cours d'année, mais par contre on souhaite toujours maintenir les cours à la rentrée, et c'est là où on a le mercato des enseignants culturels et musicaux. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de précision supplémentaire. On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Création d'emplois non permanents.
Bonsoir à tous. Il vous est proposé ce soir une délibération portant sur la création d'emplois non permanents en filière technique afin d'assurer les missions d'agents de surveillance de la voie publique, les ASVP. Cela concerne 4 postes à temps complet. Les contrats seront à durée déterminée et pourront être renouvelés selon les nécessités du service. Les crédits nécessaires à la rémunération des agents sont inscrits au budget de la commune. Après examen en commission financière, administration générale et développement économique, il est proposé au conseil municipal de voter cette délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Monsieur Landret. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Juste un petit rappel, un petit historique, si vous le permettez, monsieur le maire. Au mois de septembre, les membres d'Agir Ensemble s'étaient étonnés de voir que l'effectif de la police municipale était passé de 10 policiers municipaux à 6 policiers. Au mois de décembre, nous avions interpellé savoir s'il y avait eu des avancées dans le recrutement et vous nous aviez annoncé qu'il y aurait eu de bonnes nouvelles très bientôt. Donc ce très bientôt, je suppose que c'est voilà, aujourd'hui. Permettez, j'avais juste une information que j'avais prise là, et je vais la reprendre ici. C'est ça, donc il y avait les postes de policiers municipaux à ce jour qui ne sont toujours pas pourvus. Donc pour combler en partie ce vide, je suppose que le recrutement des ASVP est envisagé pour cette raison. Vous n'êtes certainement pas sans ignorer que de nombreux lycéens subissent assez fréquemment des problèmes de dégradation volontaire de voitures, de vol de voitures, et bien d'autres faits de délinquance et d'incivisme. Je ne vais pas les énumérer ici, mais on les voit assez. Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux, même si tout n'est pas vrai, mais je pense qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de vérité. Nous sommes conscients que l'insécurité et l'incivisme existent un peu partout, et le rôle de la municipalité est d'apporter une réponse à ses administrés, pour mieux de ses moyens. Nous le répétons, nous le demandons, le recrutement de policiers municipaux doit être notre priorité. Par notre voix au sein de cette Assemblée, c'est la voix d'une grande majorité de nos concitoyens que nous voulons faire entendre. 4 ASVP, c'est bien. 4 policiers municipaux, c'est mieux. Merci de m'avoir écouté. Bon, je me permets de répondre directement. Alors moi qui vis tous les jours à l'Issy-la-Noix, qui paye mes impôts à l'Issy-la-Noix, je suis souvent lycéen. Donc je paye mes impôts à l'Issy-la-Noix, j'habite à l'Issy-la-Noix. Je suis aussi le maire, donc j'ai une charge très importante. Et la priorité, évidemment, c'est que les gens se sentent en sécurité sur le territoire de la commune. On a ces postes qui sont ouverts, on fait un recrutement, on n'a pas supprimé de postes, c'est juste qu'ils sont non pourvus, on est en recherche permanente. Les SVP sont là pour aussi assurer d'autres missions qui ne sont pas forcément exercées par la police municipale. Je pense que c'est bien d'avoir différents outils. C'est un petit peu le débat qu'on peut avoir aussi sur la vidéosurveillance. Si on met des caméras, il n'y a pas besoin de policiers. S'il y a besoin de policiers, il ne faut pas mettre de caméras. Non, je pense que tous les outils sont bons. C'est un petit peu comme l'armement de la police municipale. On ne va pas revenir à d'autres époques où il y avait des questions sur des équipements. Mais je pense que tous les outils sont importants. Et la chose la plus importante, ce sont les moyens humains. On est en recherche permanente. Je suppose que vous allez sur le site d'emploi des collectivités territoriales. Vous voyez bien qu'on a toujours des demandes. En matière de sécurité, tous les mois, je suis au commissariat de Roubaix avec les élus qui peuvent m'accompagner, qui ont une charge au niveau de la sécurité. On rencontre aussi souvent, et grâce au commissaire, le bourgmestre d'Étain-Puy. On a beaucoup d'échanges aussi pour la délinquance transfrontalière. On a des échanges d'informations. Mais je rappelle quand même que quand on attrape quelqu'un, quand on a les images de vidéosurveillance qui correspondent, nous, on
on est là normalement que sur la police municipale. On n'est pas là pour faire de la police judiciaire, ni pour faire après des services d'enquête, et encore moins faire le magistrat. Maintenant, ce sont des moyens qui sont aussi alloués à la justice. Issy-la-Noix, c'est pas le Bronx, c'est pas non plus la petite maison dans la prairie. Mais chaque cas, bien sûr que moi ça me fait mal au cœur. Bien sûr que, voilà, si j'ai été victime de certains faits récemment, est-ce que j'ai besoin de le mettre sur les réseaux sociaux? Voilà. Ce qu'il faut, c'est absolument demander des moyens, ce que j'essaie de faire, ce qu'on fait avec les élus, qu'on fait avec les élus du secteur, parce que c'est aussi des moyens de police nationale. On ne peut pas avoir, aujourd'hui financièrement, on ne peut pas non plus avoir une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on déploie aussi la police municipale en temps utile. Par exemple, le soir du 31 décembre, il y avait une police municipale qui était en service de nuit. Et on l'a adapté aux moyens par rapport à ce qu'on a. Alors, nous sommes en recherche. Après, nous avons quelquefois des entretiens. Maintenant, c'est pas avoir des policiers qui sont des cow-boys. Moi, j'ai pas envie d'avoir des cow-boys comme police municipale. Je le dis tout net. Il y a des personnes, et vous le savez très bien, que je n'ai pas titularisées, et on a un contentieux en cours, parce que la personne n'a pas fait le travail, et n'a pas été exemplaire. À mon sens, on verra ce que la justice dira, mais on doit avoir des policiers exemplaires. Donc, nous avançons sur le sujet, et nous avons une police municipale qui est toujours à la recherche d'effectifs, comme pour les ESVP, bien que cela dépende de l'État. Voilà. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Bonsoir à tous. Donc la prochaine délibération concerne le CIVU Val-de-Marc pour la modification de statut. Aujourd'hui, la ville de Lesquin, qui mutualisait avec les communes de Anstein, Bouvines, Chéran et Tressin, ont cessé leur mutualisation. Donc en décembre dernier, ces communes ont délibéré pour pouvoir être accueillies au sein du CIVU Val-de-Marc pour la mutualisation du service d'instruction. Donc aujourd'hui, pour les accueillir au sein du CIVU, nous sommes obligés de modifier les statuts. Et donc, ce soir, je vous demande justement d'approuver la rédaction des nouveaux statuts du syndicat. En sachant que ça n'a pas d'incidence financière pour nous. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc à 19h52, je peux vous dire que le conseil municipal est terminé. Du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne soirée.